moi, je suis Monsieur Ami. Bon, je travaille, je suis un ancien haut fonctionnaire à Bercy, et puis en même temps, je m'intéresse beaucoup aux questions de stratégie liées au développement et surtout le co-développement concernant l'Afrique. Voilà. Alors, la première question, c'est à Monsieur Dumont. Vous avez parlé dans votre présentation tout à l'heure, vous avez dit la France fait partie de l'histoire du Sénégal. Moi, je vous retourne la question en sens inverse. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le Sénégal qui devrait faire partie de l'histoire de France? Ça, c'est une question. Votre question comprend la réponse. Non. C'est-à-dire qu'il est évident que tous les pays que la France a colonisés font partie de l'histoire de France, par définition. Ben oui, puisqu'à une période de l'histoire, ils ont été des colonies de la France. Ils ont contribué effectivement aux armées françaises, notamment à l'occasion des guerres. Certains ont contribué à construire des infrastructures. Bon, prenons un exemple. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Je termine juste pour donner un exemple pour nos amis, et puis je vous redonne la parole. Prenons l'exemple simplement du métro de Paris ou du métro de Marseille. S'il n'y avait pas eu des Kabyles pour aider à la construction de ces infrastructures, donc on est à la fin du 19e siècle. Hein. Donc évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident que nous sommes liés par toute une histoire. Alors moi, je rebondis sur votre observation. Enfin, on ne va pas faire. C'est parce que j'ai assisté à la commémoration de la libération de Paris. Et il faut savoir qu'il y a une forme de déni historique sur la non-participation d'Africains qui ont participé à la libération de Paris, et sans tomber dans un wokisme zélé dont je me défends, hein, je dirais qu'il y a des Africains, alors je vous prends le cas d'un Africain qui a participé à la libération du 17e arrondissement de Paris, qui n'était pas sénégalais mais qui était gabonais, mais qu'importe, qui a participé les armes à la main pour libérer l'arrondissement. Et j'ai été très choqué de savoir que personne n'a jamais entendu parler de ce monsieur-là, alors qu'il y a des faits au niveau des archives nationales. Et alors, c'est pour ça que je me suis permis, dans votre propos, de renvoyer la balle en disant qu'il serait intéressant que pour rééquilibrer les mémoires, que l'histoire se fasse aussi dans l'autre sens. Et c'est pour ça que j'appelle à ce que, et que le film Les Indigènes, qui a mis en exergue les tirailleurs sénégalais, entre autres, puisse continuer dans ce... Oui, mais on est dans le même type de processus historique, hein, que puisse continuer. Voilà. Et deuxième question, c'est pour monsieur. Vous avez parlé de stabilisation de la société sénégalaise. Moi, ce qui m'intéresse, je pense que la stabilisation de la société sénégalaise, au-delà du clivage religieux qu'il y a entre Senghor, qui était chrétien, et la population la population sénégalaise qui était majoritairement musulmane, je pense que c'est lié à la densité de la nature même du type d'islam confrérique dont le Sénégal possède la quasi-exclusivité par rapport à l'ensemble du monde musulman. Voilà, c'est un point de vue. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais poser une question. D'abord, dans le droit fil, la question de la mémoire. Je voudrais citer simplement un film qui commence à dater un petit peu maintenant, mais qui s'appelle Little Sénégal, de Rachid Bouchareb, et qui fait mention justement des racines africaines qui sont énormes. Quand on va en Afrique, on est très impressionné par les racines de l'arbre, donc dans les forêts. Et donc c'est l'histoire du voyage d'une communauté sénégalaise aux États-Unis, donc qui a immigré là-bas, enfin bon, à la suite de la traite des esclaves, etc., et qui revient, donc qui a le désir de revenir à ses racines, donc à Gorée, à Saint-Louis du Sénégal, etc. Et ça n'est pas du tout misérabiliste, bien au contraire, et on apprend beaucoup de ce film. Second point, je voudrais poser une question. Qu'en est-il de ce qu'on appelle la croissance verte?
On parle beaucoup d'hydrocarbures, etc., de développement, mais dans la croissance verte, il y a un projet important, international, dont le Sénégal d'ailleurs est un État phare avec l'Éthiopie, qui est le développement d'une grande muraille verte. Et alors, les résultats, actuellement, on va bientôt fêter ses 20 ans, je crois, en 2027, peut-être même avant, et les résultats au Sénégal portent quand même ses fruits, avec des créations d'emplois, etc. Comment faire protéger, finalement, ces résultats-là? Ne faudrait-il pas également placer ça sous protection, dans le contexte actuel, sous protection d'un organisme international tel que l'UNESCO? C'est bien, votre micro. Il y a d'autres questions? Bonjour, je me nomme Mireille Eza, je suis à la fois juriste et diplomate. Je me permets de me présenter pour un peu dire d'où je parle. Je suis sénégalaise également, j'ai travaillé 20 ans dans la francophonie parlementaire. Et je voulais un peu rebondir sur la qualité des présentations des différents intervenants et leur partager un petit peu mon sentiment par rapport au thème abordé. Alors, je ne vais pas les reprendre dans l'ordre nécessairement de leurs interventions, mais je voudrais apporter un éclaircissement à M. Kananouma par rapport à l'affirmation qu'il a faite en disant qu'on ne savait pas si les présidents du Sénégal et du Tchad se seraient concertés pour se retirer à peu près au même moment, puisque l'annonce a été faite avant-hier, demander que les forces françaises se retirent. Ils ont donné l'explication ce matin, en tout cas au niveau du Tchad, et on croit savoir qu'il s'agirait d'une maladresse du ministre français. Donc on revient un peu, je ne sais pas qui avait évoqué la question, je crois que c'est M. Bas, c'est la verticalité de la relation franco-africaine qu'il faut revoir, parce que je ne crois pas qu'au niveau des populations, il y ait une vraie opposition, mais c'est vraiment l'approche directive qui parfois, et qui aujourd'hui est clairement dépassée et à revoir. Il y avait également, on a beaucoup parlé d'intégration, où un des intervenants a évoqué la question de l'intégration, en faisant allusion à cette carte de l'Afrique qui est au niveau du monument du souvenir africain, je crois que c'est monsieur le recteur. Effectivement, nous avons cette facilité-là de circuler pour la zone UEMOA, CEDEAO, à l'intérieur de l'Afrique. Et il me semble que quand on parle des migrants, on ne dit pas suffisamment combien les migrations se font à l'intérieur du continent et combien elles sont pourvoyeuses, ce n'est pas de richesse en tant que telle, mais d'une grande fluidité et d'une grande capacité de faire ensemble. Il y aurait beaucoup de points à évoquer, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à vouloir intervenir autour de cette table. Voilà, je vais donc passer la parole, mais s'il y a un peu de temps, j'aimerais ajouter un ou deux points. Merci beaucoup. Bonjour, je voulais simplement savoir si on pouvait nous parler un peu plus de la situation actuelle au Sénégal. Enfin, je pense que bon, la situation n'est pas vraiment très stabilisée encore, parce qu'il y a des mouvements, il y a des manifestations. Je voudrais savoir si ça continue, ou bien si c'est réglé, enfin après les élections. Et aussi, je voulais savoir, moi j'ai été surprise par le Sénégal, c'est des gens les Sénégalais sont des gens très très accueillants, mais j'ai été très très choquée par la grande pauvreté. La pauvreté de ce pays. Enfin, j'ai pas vu tout le Sénégal, bien sûr, hein. Mais je me dis, il y a tellement à faire. Voilà, je voulais savoir, parce que vous étiez en train de dire que tout semble parfait, la diplomatie, tout le monde s'entend bien, etc. Mais moi, j'ai trouvé que la grande pauvreté perdure. Enfin, elle va perdurer encore parce qu'il y a beaucoup de choses. Et quand vous parlez de l'immigration,
moi, je suis en contact avec des jeunes. Je leur dis, écoutez, ne venez pas. C'est pas la peine de venir parce que dès qu'ils connaissent quelqu'un sur le continent, ils veulent venir et on peut pas leur offrir, on peut rien leur offrir nous-mêmes. Donc, c'est vrai que vous avez dit qu'il fallait informer, informer davantage, c'est mettre plus l'accent sur, je sais pas comment, mais pour éviter que les... Parce que c'est pas un phénomène unique au Sénégal. C'est vraiment dans tous les pays pensent que le continent européen ou américain est riche et peut tout recevoir. Donc c'est ça que je voulais savoir comment vous envisagez, enfin vous, comment on peut faire pour éviter parce que qu'il y ait cette volonté d'immigrer, parce qu'il y a d'autres personnalités qu'on connaît aussi sur place qui font tout pour innover et créer des infrastructures pour accueillir et pour inciter les jeunes à rester dans le pays. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment favoriser. Très bien, merci bien. Pardon. Il y a d'autres questions? François Belliot, écrivain. Je me demandais, un des instruments de la souveraineté, si ce n'est le principal instrument de la souveraineté d'un pays, c'est la maîtrise de sa monnaie, de la création monétaire. Et vous voyez, par exemple, dans des pays comme la France, on l'a perdu depuis très longtemps pour différentes raisons. On l'a définitivement perdu avec l'euro. C'est peut-être un mouvement inverse. Je voulais savoir ce qu'il en était du projet d'abandon du franc CFA. Donc il y a eu une initiative qui a été prise en 2020, c'était la mise en place d'un écho, donc avec différents... je crois qu'il n'y avait pas que les membres fondateurs d'ailleurs du CFA, il y a peut-être d'autres pays. Donc je voulais savoir où en était ce projet de remplacement du franc CFA, si c'était toujours à l'ordre du jour, et si le franc CFA éventuellement, mais il y a eu tellement de questions, et un bienfait ou la calamité qu'on décrit souvent. Voilà. Donc, je disais que j'allais rebondir donc, sur la question de madame. Déjà, merci pour votre question. Et je le disais tantôt, effectivement, ces profils, ces candidats à l'immigration clandestine, et comme encore le disait M. Goudiaby, aujourd'hui, on a plusieurs profils à l'immigration clandestine. C'est vrai qu'avant, on voyait plus des personnes qui sont en extrême pauvreté, etc., ou qui voyaient en Europe un certain Eldorado. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui ont un certain salaire, qui vont quitter cette situation économique entre guillemets stable et vont vouloir rejoindre l'Europe pensant que c'est un Eldorado. Donc comme je le disais tantôt dans mon intervention, c'est vrai qu'il faut quelque part investir dans l'éducation sur place, il faut investir également sur les infrastructures, investir également par rapport à l'employabilité des jeunes, parce qu'on a une population très très jeune, donc essayer de voir dans quelle mesure aujourd'hui on peut réduire le taux de chômage au Sénégal. Donc c'est vrai que des initiatives sont à prendre sur place pour essayer un peu de casser cette dynamique-là, mais c'est pas évident parce que bon, je pense que la migration est un phénomène entre guillemets aussi naturel, il faut pas l'oublier. Donc tant qu'on vit sur cette terre, plusieurs personnes voudront toujours aller vers d'autres pays, etc. Donc il y a ce fléau-là il y a cet aspect-là du moins qui est assez difficile. Et ici sur place, comme vous l'avez dit, vous êtes en contact avec des jeunes. Moi aussi dans le cadre de mon travail, je vois beaucoup de migrants qui arrivent. Donc certains qui se déclarent comme étant mineurs, qui vont chercher par exemple une prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance, d'autres qui vont vouloir être reconnus comme demandeurs d'asile ou qui vont se mettre dans une certaine précarité administrative pendant des années et des années pour après vouloir se régulariser également. Donc c'est vrai que c'est des problématiques assez difficiles et on essaye de sensibiliser ces personnes-là. Mais comment faire? Ils sont déjà sur le territoire. Donc vous n'avez pas demandé à ces jeunes-là, bon, vous êtes arrivés, retournez au pays. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, ici, il y a aussi ce qui a été mis en place par l'OFI, donc l'aide au retour. Et toujours étant aussi que est-ce qu'il faut d'abord avoir cette volonté de retourner au pays pour aller vers cette aide au retour-là. Donc je comprends tout à fait votre problématique et votre inquiétude, mais ce serait aussi de part et d'autre que les responsabilités soient partagées, qu'aussi, et j'espère avec le nouveau gouvernement, que de plus en plus des jeunes voudront en tout cas rester au pays et investir sur le développement économique de notre cher pays, le Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur
Goulbadi, 2 minutes. Merci beaucoup. Alors, juste pour dire merci, hein, madame, pour vos remarques, parce que, en fait, c'est très pertinente, mais vous êtes professionnel, vous le savez, c'est la frustration des débats comme ça. C'est-à-dire que, pardon, on a tendance à accentuer sur un aspect au détriment d'autres. C'est pas que cet aspect-là, ces sujets qu'on a évoqués, soient les plus importants que les autres, parce que on est soumis à des... Voilà. Mais toujours est-il que vous comprendrez, bien sûr, que tous les aspects que vous avez soulevés peuvent être sont tenus en compte d'une manière ou d'une autre. Alors, pour ce qui est, madame, de cette muraille verte, alors, tout à l'heure, on a écouté donc la fameuse, cette arc-là du Sahel qui était comme par hasard l'itinéraire, enfin, le dessin de la muraille verte. Malheureusement, il y a des zones d'insécurité qui peuvent pas perdurer. Et aussi, en tout cas, qu'en est-il au niveau du Sénégal? C'est quelque chose qui est vraiment pris à cœur, pas qu'au niveau étatique, mais au niveau des acteurs. On a un monsieur qui s'appelle Ali Haïdar, qui a régénéré la mangrove Casamance. Aujourd'hui, quand on retourne, c'est ma région, quand on retourne en Casamance, on voit donc la mangrove qui le prend, etc., etc. Juste aussi un petit exemple, on a voulu au niveau de Lyon, dans le cadre des 60 ans de l'organisation de l'Union africaine créée en 1963, au mois de juin, on a mis, juin 2023, une saison africaine en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a demandé de reproduire l'exemple de la muraille verte, on nous l'a refusé. Bon, juste, voilà. Donc, le travail sur le CFA est en train d'être fait. C'est vrai, comme le disait tout à l'heure Dr Porkananoa, les autorités actuellement, en tout cas pour ce qui est du Sénégal, ont beaucoup, même avant quand ils étaient dans l'opposition, et ils ont battu campagne là-dessus sur la souveraineté entre autres monétaires, ils viennent de s'installer, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et qui va se faire avec les partenaires sur une forme, comment je ne sais pas, les argentiers, en tout cas les techniciens, les experts nous le diront, mais la question est encore sur la table. Les manifestations au Sénégal, madame, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est fini. Bon, il y a des grèves estudiantines, c'est normal. Parce qu'on leur avait promis des choses qui devaient être effectives cette année, même dans la région du Premier ministre. D'ailleurs, c'est la ville la plus agitée actuellement. Donc, les académies sont fermées pour des raisons de sécurité. C'est vrai que donc, on avait promis à des étudiants de nouveaux cadres, etc., beaucoup de choses. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu des retards et les étudiants ne sont pas contents. Et donc, mais les manifestations, comme on les a connues politiques, c'est fini. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci, Madame Mireille, pour la précision. Enfin, je suis au courant de cette maladresse, mais je ne voudrais pas l'évoquer en public parce que non seulement ce n'est pas une courtoisie diplomatique. Je connais le pays concerné et les injonctions qui ont été faites qui sont à l'origine de cela. Mais tout simplement, c'est que la concomitance, c'est ça la surprise. 3 heures entre la déclaration dans une interview de télévision et un communiqué pour un autre pays qui sont les 2 extrêmes, comme vous les avez vus, d'Israël, qui peuvent aussi rejoindre le centre dans les souverainetés. C'est ce que moi je voulais juste commenter, sans aller dans les détails, qui peuvent exposer certaines politiques des pays et difficilement endossable à la conférence. Bien, si le muraille verte, c'est ce projet de muraille verte, c'est l'exemple même de diversion des politiques climatiques ou de coopération climatique. Parce que ça fait 20 ans que ça existe et jusqu'à présent, on a décaissé 5% pendant 20 ans de ce projet, du montant de ce projet. Donc je crois qu'on s'en fout, ou on se fout du monde, surtout des Africains. Ça fait partie des politiques de diversion, de coopération. Donc qu'il faut toujours tourner le dos. Et en fait, sur le franc CFA, personne aujourd'hui n'a intérêt de garder le franc CFA dans sa forme actuelle, que ce soit les pays utilisateurs, que ce soit pour la France. Et d'ailleurs, je crois que si vous regardez l'interview du ministre séjourné à l'époque, il disait que la France n'est plus dans la gestion du franc ni dans la gouvernance du franc CFA et que bon, c'est aux Africains de déterminer l'avenir du franc CFA avec leur entendement. Et bien, comme il y a les volontés avec l'AES qui va en sortir, probablement le Sénégal plus tard
ben, ça sera 4 pays sur 8 comme ça. Ben, le franc CFA n'aura plus, au moins pour l'Afrique de l'Ouest, n'aura plus, c'est-à-dire la raison d'être. Merci beaucoup, Votre Excellence. Quelques minutes, quelques secondes. Oui, merci. Bon, en fait, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été agitées ça et là, surtout sur la question de l'immigration. Je voudrais faire une petite intervention. Je reviens des îles Canaries, où vous avez été invité par le ministère des Affaires étrangères espagnol, par la Casa Africa, où j'ai donné une conférence, parce que je suis à la tête d'une association qui promeut l'éducation. Parce que pour moi, toutes ces questions-là, c'est parce qu'effectivement, nous avons un déficit sur le plan de la formation, de l'éducation, de l'apprentissage, qui font que les jeunes aujourd'hui pensent que l'Occident, c'est un Eldorado. Mais c'est un drame humain extraordinaire. Je pense que ça n'aime pas beaucoup l'humanité, mais jamais après la traite négrière et l'esclavage, jamais l'Afrique n'a connu un drame aussi important où on perd la partie juvénile la plus importante des jeunes qui meurent en mer comme ça, mais qui ne gênent pas aujourd'hui la communauté internationale, si je mets ça entre guillemets. Moi, je mets la communauté internationale entre guillemets. La Méditerranée est devenue aujourd'hui pour moi un nécropole qui engloutisse l'ambition de ces jeunes Africains qui n'ont qu'un seul, aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul désir que de trouver un mieux-être, c'est de trouver un emploi. Ils viennent en Europe uniquement pour travailler. Tous les migrants que vous venez ici, ils viennent simplement pour chercher un travail. C'est parce que tout simplement, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le développement de l'Afrique est une question extrêmement importante et qu'aujourd'hui, le monde occidental doit prendre à bras le corps. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sont toutes ces questions imbriquées qui font qu'aujourd'hui, les Africains ont dit, écoute, voilà, donc ça doit s'arrêter. Il faut qu'on puisse réfléchir. Il faut une mobilisation internationale aujourd'hui pour voir de face la question de l'immigration. On dépense énormément d'argent pour Frontex, pour créer des hotspots, bon, mais tous ces gens qui meurent. Et l'Espagne aujourd'hui, quand même, parce que c'est la partie la plus proche de l'Afrique, a quand même mis en place des projets innovants, c'est-à-dire l'immigration circulaire. Avec le Sénégal, l'Espagne a signé un partenariat dans le domaine de l'immigration circulaire, où ils font venir des immigrants saisonniers en Espagne qui travaillent quelques mois, ils reviennent au pays et ainsi de suite, qui font la navette entre l'Espagne et des jeunes. Aujourd'hui, il y a des métiers en tension en Europe. Sur ces questions-là également, la France et d'autres pays européens peuvent s'inspirer de ces questions-là et faire de l'immigration circulaire quand même un moyen d'échange avec l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question, elle est fondamentale. Le fait qu'on puisse traiter les jeunes Africains comme des migrants, comme si... Bon, migration clandestine, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on parle d'immigration illégale. Comme étant des gens qui sont venus ici, des envahisseurs. Alors, c'est des jeunes qui sont venus chercher un emploi, qui sont venus chercher un monde meilleur parce qu'ils pensent que c'est eux, ils ne l'ont pas. Et ce que les gens nous oublient, c'est que l'immigration est un droit. C'est un droit. Les gens peuvent aller là où ils veulent. Aujourd'hui, un occidental qui veut venir en Afrique, il vient tranquillement, on ne lui demande même pas le visa. Il vient, donc tranquillement, aujourd'hui, il faut que les pays puissent se retrouver et échanger sur ces questions-là et voir les voies et moyens pour pouvoir... Bon. Ensuite, on vient de commémorer également le 80e anniversaire des tirailleurs sénégalais qui ont été fusillés dans le camp de Thiaroye. On ne connaît même pas le nombre. Officiellement, on disait dans les 70 et il y a eu plus de 400 qui ont été fusillés. Moi, je suis fils de tirailleur. Mon histoire personnelle est liée à ça, parce que mon papa était à Djembenfou. Bon, c'est vrai, il est rentré tranquillement au Sénégal, il a vécu plus de 90 ans. Mais c'est une question qui est là. Et il y a un devoir de mémoire, il y a un devoir de clarté par rapport à tout ça. Et je crois que toutes ces questions réunies sont l'ingrédient qui pousse aujourd'hui à ce qu'il se construit de plus en plus ce narratif anti-français en Afrique. Très bien, merci beaucoup, Votre Excellence.
Monsieur le recteur, quelques mots pour conclusion. Merci, Monsieur le Président. Donc, juste 3 points. D'abord, vous avez cité la pauvreté au Sénégal. Bon, elle existe. On la voit. Il suffit de parcourir les rues et les villages et on la voit. Et l'un des problèmes, en fait, si cette pauvreté, elle est contenue par l'importance de l'économie informelle. Donc, le gros travail du gouvernement, à mon sens, c'est transformer l'économie informelle en une économie formelle. Et ça suppose d'avoir des réglementations plus souples, de débureaucratiser un certain nombre d'éléments de l'organisation du Sénégal. Deuxième point, je vais dire des choses peut-être pas politiquement très correctes, mais je trouve que ce qui vient de se passer au Sénégal est novateur. Novateur avec les déclarations du président sur le fait qu'il ne souhaite plus que les jeunes Sénégalais quittent le Sénégal. Ça, c'est un changement fondamental. Parce que si vous écoutez ce que ne disent pas de nombreux dirigeants africains sont pro-émigration. Ils sont pro-émigration pour 2 raisons. Parce qu'ils disent comme ça, j'ai personne qui va contester mon potentat local quand ils sont à l'étranger. Et deuxièmement, ils vont envoyer des transferts de fonds qui vont mettre en état d'assistanat, d'ailleurs, une partie de leur famille. Bon. Et donc, le fait que ce gouvernement a eu le courage de dire que la perte des ressources humaines, c'est ce qu'il y a de pire pour un pays, ça me paraît extrêmement important. Alors, bien sûr, il y a des actions derrière à mener, mais c'est tout à fait fondamental. Et donc, on les traite plus, on considère que les sujets de mécontentement doivent rester au pays pour aider à la construction du pays et pas partir. Et puis enfin, je voudrais remercier Monsieur le Président pour l'organisation de ce débat et de cette journée qui a été tout à fait passionnante. Donc remercier évidemment tous ceux qui sont intervenus et puis la richesse également des questions au cours du débat. Et merci encore, Monsieur le Président. Merci à vous, merci à vous.